Allô, bonjour, c'est Dr Mazoar du service ORL et de chirurgie cervico-faciale du CHU Mustapha. Je remercie les gens de l'hôpital CHU Mustapha de nous donner cette chance pour présenter aujourd'hui un thème très important, les phlegmons périamygdaliens. Avant tout, on va voir le plan. On commence par une définition. Il faut faire un petit rappel anatomique. Bien sûr, il faut savoir l'intérêt de cette question, sans oublier l'épidémiologie. Ensuite, on va arriver au diagnostic positif clinique. Il faut savoir faire aussi le diagnostic différentiel. Il faut savoir l'intérêt et les indications des examens complémentaires, sans oublier les complications. Et on finira par un traitement, voire une conduite à tenir. Alors, comme définition, le phlegmon péramygdalien est une suppuration collectée de l'espace celluleux. Cet espace qui est compris entre la paroi pharyngée et la capsule de l'amygdale, à point de départ amygdalien. Cette collection purulente péripharyngée, très souvent, elle fait suite à une angine, dans 90% des cas, ou une pharyngite sans signe amygdalien, dans 10% des cas, intéressant surtout les enfants de bas âge. Avant tout, il faut toujours faire un petit rappel anatomique. Les amygdales palatines ont une forme ovalaire ressemblant à des amandes, à grand axe vertical, aplaties de dedans en dehors, plus ou moins saillantes dans la cavité pharyngée. On voit bien de cette image, une photo, on voit bien la luette, les amygdales, la base de langue et les fameux piliers. Toujours dans le rappel anatomique, les amygdales comprennent une face externe lisse qui est la capsule amygdalienne, c'est la face cachée, une face interne qu'on voit directement accessible à l'examen, elle est irrégulière, parsemée d'orifices qui correspondent aux cryptes, où très souvent on trouve du caséum, un pôle inférieur enflé regardant la base de la langue, un pôle supérieur effilé répondant à l'angle d'écartement des deux piliers du voile. Et sans oublier deux bords antérieurs et postérieurs. Quand on le voit dans cette image. Alors, les amygdales peuvent être différentes formes. Elles peuvent être sessiles, dans la majorité des cas, mais elles peuvent être pédiculées, enchatonnées. Enchatonnée, c'est-à-dire qu'on ne voit pas du tout l'amygdale, où on voit une petite, c'est le phénomène d'iceberg. C'est la plus grande partie, elle est cachée sous les piliers. Ou elle peut être bilobée, mais dans la majorité des cas, elle est sessile. Les amygdales sont contenues dans une loge. Cette loge, on l'appelle loge amygdalienne. Elle fait partie de la région latérale de l'oropharynx. La loge amygdalienne est limitée en avant par le pilier antérieur, on le voit là, en arrière par le pilier postérieur
Et en bas, le fond du repli glosso-épiglottique. Ce rappel anatomique, il est très important pour voir la disposition de l'amygdale dans la loge amygdalienne. Laissons voir, quand on voit dans le schéma, un espace décollable antéro-supérieur, on le voit là, antéro-supérieur, c'est un espace décollable. Il est très important de le savoir parce que c'est le lieu de fusion du pus à partir de l'amygdale. Toujours, les amygdales palatines sont chose très importante sur le plan physiologique. Ce sont des formations lymphoïdes paires et presque symétriques constituant les éléments les plus volumineux de l'anneau de Waldeyer. Elles sont intercalées latéralement entre le l'isthme du gosier et l'isthme pharyngonasal. L'intérêt de la question. Cette affection présente plusieurs intérêts. Premièrement, c'est une urgence infectieuse, donc elle engage le pronostic vital dans certains cas. Son diagnostic est essentiellement clinique. Quand on a bien expliqué dans le rappel anatomique l'espace de collab antéro-supérieur, la forme du phlegmon péramygdalien la plus fréquente, dans 85% des cas, est antéro-supérieure. Et c'est du fait de l'espace péramygdalien qui est bien individualisé et facilement décollable à ce niveau. Sans oublier par son caractère récidivant qui fait discuter l'amygdalectomie préventive. Un petit mot sur l'épidémiologie. Cette épidémiologie bactérienne est commune aux différentes infections du pharynx, notamment du péripharyngé, les phlegmons péramygdaliens, les infections pristyliennes ou parapharyngées, rétrostyliennes, rétropharyngées, voire même les fameuses cellulites cervicales profondes extensives. Comme on l'a bien dit, c'est une infection, le plus souvent, elle est plurimicrobienne, dans 80% des cas, impliquant essentiellement des bactéries anaérobies, avec toutefois possibilité d'association de bactéries aéro- et anaérobiques. Une chose importante aussi à savoir, qu'il y a un pourcentage élevé de souches sécrétrices de bêta-lactamase. Une chose très importante qui va fondre la base du traitement. Alors, nous nous placerons en position de médecin de garde dans un service d'ORL recevant un patient porteur d'un phlegmon péramygdalien. Diagnostic positif et les cliniques, ils peuvent se présenter comme deux tableaux. Le phlegmon péramygdalien antéro-supérieur, c'est le phlegmon le plus fréquent, dans 85% des cas, voire au-delà. Alors, les circonstances de découverte, le plus souvent, c'est un adulte jeune, de moins de 30 ans, aux antécédents d'amygdalite chronique ou d'angine à répétition, qui présente un tableau infectieux évoluant en deux phases, phase congestive et phase collectée. Au stade précoce de phase congestive,
Les signes fonctionnels se résument le plus souvent à des douleurs pharyngées intenses, à prédominance unilatérale, avec des otalgies réflexes du même côté et une dysphagie, voire une odynophagie, c'est-à-dire difficulté à avaler du fait de la douleur. Le tout évoluant dans un tableau d'altération de l'état général avec une fièvre au-delà de 39 degrés, une asthénie très avancée. À l'examen clinique et l'examen oropharyngé plus précisément, dans la limite du possible, de l'ouverture de la bouche, selon l'étape, phase congestive, on trouve une grosse angine, quand on voit bien là, une grosse angine unilatérale, avec une légère tuméfaction du pilier antérieur s'étendant au voile, avec diminution de la mobilité de ce dernier. Et très souvent, à la palpation du cou, on retrouve une ou plusieurs adénopathies inflammatoires très douloureuses. À un stade plus avancé, stade de collection, stade collecté, les signes fonctionnels sont exacerbés, c'est-à-dire la douleur unilatérale devient insupportable, avec une position caractéristique. Le malade se présente avec la tête inclinée du côté atteint et soutenue avec la main. La bouche contractée, laissant s'écouler la salive. Il n'arrive pas à avaler sa salive. Il présente une odynophagie, même une dysarthrie, avec une rhinolalie, une voie nasonnée. On parle et on dit patate chaude. C'est avoir comme une patate chaude dans la gorge, avec une haleine très fétide. Bien sûr, l'état général peut être très altéré, avec une pâleur, une fièvre qui peut arriver à 40 degrés, une fatigue très importante, pas une dysphagie, peut arriver même ce qu'on appelle une anorexie, un arrêt total de fait de manger en raison de cette dysphagie, le tout évoluant à un état d'insomnie. À vrai dire, imaginez-vous l'état de ce patient. Alors, l'examen oropharyngé, il est très difficile du fait de la présence d'un trismus très important avec des degrés différents. Le trismus est dû à l'inflammation des muscles masticateurs qui entraînent, qui ne nous laissent pas faire un très bon examen ORL. Si on peut le faire, l'examen ORL, on peut voir ce qu'on a dans cette photo, un bobement en verre de montre, une inflammation en verre de montre, on voit là très très bien, et une inflammation unilatérale du pilier antérieur et de l'hémivoile. Et on voit bien cette déviation de ce luette, rappelant luette œdémacée, on appelle ça en bâton de cloche. Et l'amygdale, elle est complètement refoulée. L'examen du coup aussi peut retrouver des adénopathies satellites de la région sud-gastrique, voire à d'autres régions de type inflammatoire.
il faut toujours, sans oublier, parler. Il peut avoir, dans la majorité des cas, on a parlé des phlegmons péramygdaliens sont antéro-supérieurs dans 85% des cas, mais il existe des phlegmons péramygdaliens postérieurs, heureusement qu'ils sont plus rares, mais très souvent, on les retrouve lors d'une récidive d'un phlegmon qui était auparavant antéro-supérieur. Et du fait de l'inflammation, l'espace des collabes devient, avec les sénichies post-inflammatoires, il y a impossibilité qu'il y aura une collection à ce niveau-là et va se développer au niveau du compartiment postérieur. Sur le plan clinique, chose très importante, c'est son évolution qui est très rapide, torpide. Les signes fonctionnels, l'otagie réflexe, elle est plus constante. Il y a même des signes de difficulté à respirer de type dyspnée et d'hypersialorée. Et cette dyspnée est très souvent du fait qu'il y a une infusion du pus et de l'inflammation du pilier et la partie postérieure du pharynx vers ce qu'on appelle la couronne laryngée, qui va donner une dyspnée. Chose très importante, une remarque, c'est que le trismus est très souvent absent. C'est dû au fait qu'il y a absence d'une inflammation des muscles masticateurs. Bien sûr, l'état général est très altéré. Alors, l'examen oropharyngé. On retrouve un bombement du pilier postérieur, tout à fait le contraire par rapport à la forme antéro-supérieure. Ce pilier postérieur qui prend l'aspect d'un bourrelet vertical, fusiforme, tuméfié et rouge. Et l'amygdale et le pilier antérieur seront foulés vers l'avant. On trouve un œdème de la Luyette, très souvent dans la première forme, et dans cette forme postérieure, il est souvent absent. Par contre, il existe un œdème de la couronne laryngée expliquant la dyspnée. Ça, c'est une image scanographique. On trouve là un phlegmon péramygdalien postérieur. Il faut parler des autres formes, c'est-à-dire le patient peut se présenter à l'urgence, à la consultation d'urgence, dans la majorité des cas, dans la forme classique antéro-supérieure, mais on peut avoir d'autres formes postérieures. On peut avoir la forme de phlegmon fistulisé. Cette forme, on la retrouve chez des patients qui ont présenté un phlegmon, mais non traité, et dont l'évolution a été favorable, avec amélioration des signes cliniques et généraux, en raison du drainage spontané, mais il est insuffisant, avec risque de suppuration chronique et croisement. On peut avoir une autre forme de phlegmon, on appelle le phlegmon refroidi. C'est un phlegmon qui il est maltraité par antibiothérapie. Les signes cliniques sont frustes et se présentent sous forme d'abcès enkysté. C'est comme on appelle un phlegmon refroidi, c'est un abcès refroidi. Il y a peu de douleur, il n'y a pas de fièvre, ni d'œdème, ni de trismus. Là, l'intérêt du scanner, elle est très important pour faire la part des choses. Il y a des formes très, très rares, quand on voit sur les images scanographiques là, de phlegmon bilatéral. Heureusement qu'ils sont très rares. Parce que vous voyez, quand on a un phlegmon bilatéral, surtout s'il est associé à des grosses amygdales, vous voyez le tableau, c'est une détresse respiratoire.
est vue de trismus, vous voyez un petit peu la chose de la prise en charge. Alors, il faut éliminer ce qui n'est pas phlegmon pyramidalien. On peut en voir, quand on voit cette photo, dans une phlegmoneuse. Très souvent, les longines phlegmoneuses sont bilatérales, contraire par rapport au phlegmon pyramidalien, dont le plus souvent des cas, il s'agit de forme unilatérale. Oui, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle les accidents infectieux de la dent de sagesse, un bombement infectieux de l'angle mandibulaire avec trismus, ça donne aussi un trismus. Donc, l'examen clinique peut faire la part des choses. Ce qu'on voit très souvent dans les urgences de service oral, pour faire la part des choses, est-ce qu'il s'agit d'un phlegmon amygdalien? Est-ce qu'il s'agit d'un accident infectieux de dent de sagesse? Est-ce qu'il s'agit peut-être pas d'un cancer surinfecté de l'amygdale? Ne s'agit-il pas de ce diagnostic-là? Comme il y a une forme très rare qu'on appelle les tumeurs parapharyngées ou les pseudo-anévrismes, quand on voit là l'image scanographique, un pseudo-anévrisme mycotique de la carotide. Alors, les examens complémentaires. Alors, les examens complémentaires, comme on a dit que le diagnostic positif du phlegmon pyramidalien, il est clinique. On n'a pas besoin d'examens complémentaires à type scan ou autre pour faire le diagnostic. Mais il reste toujours nécessaire. Alors, l'examen biologique et bactériologique, il n'est pas toujours nécessaire, surtout dans les formes non compliquées, dont le traitement est ambulatoire. Mais elle consiste à quoi cet examen biologique et bactériologique? Il y a l'analyse bactériologique, bien sûr, des formes collectées où on fait des ponctions, voire des drainages. Le pur ramené de la ponction ou du drainage doit être acheminé le plus tôt possible au laboratoire de bactériologie afin de faire la recherche de germes et éventuellement d'un antibiogramme. Bien sûr, si le malade est hospitalisé, on est amené à faire des hémocultures. Surtout si la fièvre dépasse 39 degrés et présence d'un syndrome septique sévère. Bien sûr, les hémocultures, ça se fait, on peut faire 3 à 1 heure d'intervalle. Un bilan biologique inflammatoire et infectieux est toujours demandé à base de formule numération sanguine, de vitesse de sédimentation, un dosage de la CRP et éventuellement de la PCT, la procalcitonine, dont son élévation est plus spécifique d'une infection bactérienne que celle de l'augmentation du VIH ou du CRP. Les autres bilans sont aussi demandés en fonction des antécédents du patient et de la sévérité du tableau clinique. L'imagerie. Est-ce que l'imagerie a un intérêt dans les phlegmons pyramidaliens? Très souvent, et habituellement, c'est inutile de faire un scanner cervical. Il n'y justifie qu'en cas de doute diagnostique, notamment si l'examen endobuccal est rendu impossible par le trismus, c'est-à-dire on ne peut pas voir la cavité buccale, là, le scanner trouve son indication. Il trouve aussi son indication chez les enfants de bas âge de moins de 5 ans, du fait de la rareté de ce diagnostic et des difficultés de l'examen clinique en cas de trismus.
Et bien sûr, on demande un scanner dans les formes compliquées où on craint une extension infectieuse vers les espaces préstyliens, voire même une cellulite extensive. L'IRM, il faut en parler, bien que donnant des informations beaucoup plus précises, mais reste rarement utilisé. Voilà un examen, un phlegmon périmygdalien droit, on voit un bombement du pilier antérieur, l'huette déviée de l'autre côté, en bâton de cloche, et au scanner, on voit bien cette collection antérieure, rappelant l'image du phlegmon périamygdalien. Voilà une autre. Ça, c'est une coupe d'un sujet normal. On voit bien le voir. En comparaison avec l'autre, on voit bien les amygdales. Et là, c'est le lieu de la collection des phlegmons périmygdaliens. Et on voit très, très bien ces espaces-là qui sont très, très importants, l'espace prestylien et l'espace parapharyngé. C'est les espaces où le lieu de diffusion des phlegmons périmygdaliens non traités. Porte-voyeurs à des complications et mettent en jeu le pronostic vital et peuvent donner même un tableau de cellulite cervicale extensif. Là, on l'avait aussi, bilatéral. Les complications. Elles sont très dangereuses. Les infections pristilliennes ou parapharyngées, elles sont mal limitées, quand on l'a bien vu dans le scanner auparavant. Et le lieu de diffusion rapide au sein de la gaz pristillienne, il y a un risque majeur que le malade fasse une cellulite cervicale extensive. Bien sûr, elles peuvent être éventuellement cette cellulite compliquée du médiasténite. Là, le scanner trouve son intérêt. Un scanner cervico-thoracique avec produit d'injection est indiqué. Rappelons aussi, bien sûr, que le traitement des complications, notamment infection pristillienne ou parapharyngée et cellulite cervico-extensif, et le drainage chirurgical. Alors, quand est-ce on craint qu'il y ait un passage à une complication, à une extension de l'infection, majoration de l'état général et du syndrome septique, apparition d'une tuméfaction latérocervicale haute, parotidienne ou sous-mandibulaire, apparition des signes cutanés inflammatoires, majoration du trismus avec limitation des mouvements du cou. Quand on assassine, il faut penser rapidement à faire un scanner. Voilà une photo de début de cellulite cervicale extensif. On voit cette rougeur, c'est une inflammatoire. On voit cette rougeur, c'est une inflammatoire. On regarde de la tuméfaction. Toujours les autres complications possibles. Il peut y avoir un adénophlegmon, une suppuration d'une adénopathie cervicale. Il peut y avoir une thrombophlébite de la veine jugulaire, très souvent retrouvée dans les cellulites. Il peut y avoir le passage du germe dans le sang, la septicémie. Il peut y avoir une dyspnée du fait de l'œdème laryngé, surtout dans les formes postérieures qu'on a parlé, ou d'obstruction dans les formes bilatérales, où il y a une hypertrophie amygdalienne au préalable. Il peut y avoir d'autres complications en termes d'hémorragie.
à une lésion vasculaire secondaire à la nécrose qui entraîne une hémorragie. Le traitement. On a fait le diagnostic du phlegmon péramygdalien. On a éliminé ce qui n'est pas phlegmon amygdalien. On a connu le type et la forme et le stade du phlegmon amygdalien, où il fallait faire un scanner. On a fait un scanner. On doit traiter. C'est pour ça, tout phlegmon péramygdalien est une urgence infectieuse. La prise en charge ambulatoire, elle est possible, bien sûr, dans les formes non compliquées, les formes congestives, où il n'y a pas un trismus très important. Mais on a d'autres cas, on fait l'hospitalisation. Les formes où il allait faire un geste, un drainage, les formes où il y a existence d'un terrain diabétique, de plusieurs tares qui peuvent mettre en cause et faire passer le phlegmon amygdalien à des formes compliquées. Les moyens thérapeutiques sont médicaux et chirurgicaux. Alors, le traitement médical, bien sûr, l'antibiothérapie peut être orale ou intraveineuse, en fonction bien sûr de la prise en charge et la gravité du tableau. Les formes ambulatoires, on peut donner traitement oral et on surveille notre malade à titre externe. En moyenne, la durée du traitement, elle est de 8 à 10 jours. L'antibiothérapie recommandée en première attention, c'est l'association amoxicilline acide clavulinique, l'antibiothérapie à large spectre. En cas d'allergie avérée à la pénicilline, on peut proposer des céphalosporines de troisième génération. On peut associer aussi du métronidazole. Oui, il y a une question dans certains cas. Est-ce qu'on donne ou on ne donne pas les anti-inflammatoires? On ne donne pas d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ils favorisent l'inflammation et sujettent à faire des formes compliquées. Mais on peut donner des corticoïdes à dose unique pour soulager la douleur, le trismus, et dans certains cas où il y a une dyspnée aiguë du fait des œdèmes de la colonne laryngée dans les formes postérieures, on peut donner des corticoïdes. Oui, il faut toujours associer le traitement avec des antalgiques, des antipyrétiques. Bien sûr, traiter la déshydratation par perfusion quand l'alimentation est rendue impossible, et en particulier surtout les enfants de bas âge. Le traitement chirurgical. Le drainage du phlegmon est le point essentiel du traitement. Il est systématiquement réalisé quand la connexion elle est présente. Selon les techniques, bien sûr, quand il faut connaître les indications objectives. Ça, c'est sûr et certain. On commence toujours par une ponction, aspiration. Elle est moins douloureuse et peuvent être répétées à plusieurs reprises. Elle doit toujours précéder l'incision de drainage pour confirmer le diagnostic, pour localiser la connexion, mais pour éliminer d'autres diagnostics dont on a parlé, pseudanévrisme mycotique de la carotide. L'incision de drainage, très souvent on fait sous anesthésie locale chez l'adulte, et on a dit qu'il doit précéder par une ponction à l'aiguille. Chez l'enfant, très souvent, on est amené à faire une AG. L'amygdalectomie, oui, l'amygdalectomie, il faut en parler. On peut faire ou réaliser des amygdalectomies à chaud
c'est-à-dire aux périodes, à l'épisode du phlegmon, où on peut, à distance, à froid, très souvent 4 à 6 semaines après l'apparition du phlegmon épidémique. Et surtout, s'il existe d'antécédents, l'amygdectomie trouve toujours ses indications dans les angines à répétition et les phlegmons à répétition. On fait une petite parenthèse sur l'amygdalite à chaud, qu'on parle très souvent maintenant. L'amygdalectomie à chaud, elle est efficace dans 100% des cas pour évacuer l'abcès. Les risques hémorragiques ne sont pas majorés, c'est idem que l'intervention à froid, parce que aussi la morbidité et les suites sont très simples. Et la chose très importante, la durée d'hospitalisation, elle est diminuée et le nombre de jours d'arrêt de travail aussi. Donc, il faut penser toujours. Alors, conduite à tenir. Le traitement du phlegmon dépend de son stade. C'est très important. Au stade congestif, il est de faire, bien sûr, avorter le phlegmon périmygdalien et éviter la formation d'une connexion. Donc, le traitement, il est essentiellement ambulatoire, bien sûr, avec une surveillance stricte. Et l'hospitalisation ne trouve son indication qu'en cas d'une altération de l'état général très importante ou présence de tares pathologiques. C'est le médecin urgentiste de l'ORL qui fait la part des choses. Il doit faire un très bon examen ORL, il doit faire le pour et le contre de l'état général pour voir est-ce qu'il est amené à faire hospitaliser ou non le malade. Si c'est une forme congestive, il n'y a pas de collection, il fait sa ponction et il ne trouve pas, là, il donne un traitement, il revoit le malade le lendemain, et etc., etc. Alors, si on a, et on donne très souvent des antibiotiques à la spectre, il y a plusieurs schémas, antalgiques à la demande, bien sûr, et des soins locaux. La surveillance, comme on l'a dit, elle est quotidienne. La guérison se fait très souvent au 8e jour. Au stade collecté. Au stade collecté, c'est-à-dire, on ponctionne le malade, on examine, il y a une collection purulente. Là, l'hospitalisation s'impose. C'est très important pour éviter l'apparition de complications qui peuvent engager le pronostic vital. Son but, bien sûr, c'est de drainer la collection, le drainage, bien sûr, éradiquer le foyer infectieux et prévenir des complications et des récidives. Comme on l'a bien dit, on commence toujours par une ponction exploratrice, c'est le premier temps thérapeutique, très souvent avec une petite anesthésie de contact. La ponction est effectuée à l'acmé de la voussure dans la partie la plus bombée avec une aiguille longue de gros calibre, montée sur une seringue à vide. Alors, le résultat. À gauche, ponction positive. Ça confirme l'abcès. Ça peut soulager le patient et nous permet de faire aussi un prélèvement bactériologique et un antibiogramme. On commence un traitement médical, on hospitalise notre malade, un bilan sanguin sera demandé, contrôle 24 heures après. On peut amener à faire une deuxième ponction, bien sûr, avant de faire le drainage. Le deuxième cas de figure, une ponction négative, blanche. On hospitalise le malade,
et 12 heures après, on refait une deuxième ponction. Si la ponction revient négative, infructueuse, le scanner trouve son indication. On fait un scanner cervical avec injection. Si le scanner vient, pas de collection, on continue le traitement médical. S'il y a collection, on fait notre drainage. Voilà une image, on fait une ponction, auparavant un drainage. Alors, le drainage consiste à faire, bien sûr, malade peut faire une petite prémédication à type d'atarax ou d'anesthésie locale à la xylocaïne. Le geste est de faire une incision verticale de 1 cm, chose très importante, sur le point de ponction qui a été réalisé auparavant, au bisturet bien sûr. Et après cette incision, on introduit une pince de lubi-barbant qui perfore cette coque et on retire la pince tout maintenant ouverte pour dilacérer les tissus et ouvrir l'abcès. C'est vrai que ce geste il est douloureux, mais il permet l'évacuation complexe du pus et soulage rapidement le malade. Et on voit rapidement disparition, voire diminution du trismus. Le malade doit bénéficier juste après, bien sûr, d'un traitement médical, bien sûr, avec associé à un lavage bétadénique de la cavité. On va vous montrer un petit attendez. Ah non, malheureusement, j'avais un petit film qui montrait, malheureusement, qui montrait comment faire un drainage d'un phlegme octalien. On continue. Alors, au stade de complication, en cas d'hémorragie amygdalienne, du fait de la surinfection, une amygdalectomie à chaud est justifiée. En même temps, elle fait le traitement du phlegmon. La dyspnée laryngée, on donne des corticoïdes. À renouveler, bien sûr, c'est nécessaire. Et le cas majeur des complications des cellules cervico-extensives, le traitement repose habituellement sur un drainage chirurgical avec une équipe pluridisciplinaire, ORL, chirurgie thoracique et équipe de réanimation. Bien sûr, associé à une antibiothérapie adaptée. En conclusion, il faut rappeler que le phlegmon péramygdalien est une complication d'angine et des amygdales qui sont mal traités. Son diagnostic, il est clinique. Ce traitement ou traité de façon précoce, c'est une affection qui est bénigne. Le drainage du phlegmon est le point essentiel du traitement. Mais le plus important, c'est de connaître les signes qui peuvent évoquer une complication redoutable qui est la cellulite cervicale extensive. Et je vous remercie de votre attention. Questions? Je ne sais pas s'il y a des questions à poser. Il y a la différence amygdalite et longine par rapport au traitement? Il n'y a pas de différence, c'est la même chose. On traite l'amygdalite comme l'angine.
L'angine, c'est l'apanage des enfants et les amygdales, c'est très souvent les adultes. J'espère que j'ai répondu à cette question. Comment on peut différencier entre phlegmon amygdalien et cellulite du pharynx? Ah, c'est le but de notre question aujourd'hui. Il faut que vous rappelez ce que je vous ai dit sur le phlegmon amygdalien. La cellulite, c'est autre chose. La cellulite du pharynx, plutôt la cellulite, elle peut être une complication du phlegmon amygdalien. Le phlegmon amygdalien, c'est bien localisé à l'amygdale. Tandis que la cellulite du pharynx, peut-être vous allez dire ce qu'on appelle les abcès rétropharyngiens, les infections de l'espace parapharyngé, ça c'est autre chose. Une autre question, durée de la corticothérapie si elle est nécessaire. La corticothérapie, si on la prescrit, c'est à demande. Par exemple, s'il y a un œdème ou une dyspnée, on peut demander à faire des corticoïdes selon le cas. Mais très souvent, à dose unique. Il y a une autre question. Attendez. Merci pour votre présentation. J'aurais une petite question. Certaines écoles préconisent la ponction du phlegmon sans drainage sur qu'en pensez-vous? Il n'y a pas d'écoles qui font ça. Il y a une conduite à tenir. Si vous faites des ponctions, je vous ai dit qu'elle est non douloureuse à répéter. Si vous faites une, deux, très souvent de ponctions et ça rentre dans l'ordre, c'est-à-dire il n'y a pas lieu de faire un drainage, on ne fait pas. Mais si on fait une et deux et on trouve un phlegmon et ramène toujours, on fait un drainage. Une autre question. Bonjour, après le drainage, y a-t-il un intérêt à un traitement antibiotique local? L'intérêt, c'est plutôt de faire des lavages de la cavité avec du sérum bétadiné. La dose unique des corticoïdes, quelle forme? Ah, vous pouvez vous donner ce que vous voulez, hein, ce que vous avez sous la main. N'importe quel corticoïde. Très souvent, il faut donner à dose unique, mais si on est amené à faire des corticoïdes, par exemple, s'il existe un œdème très important, vous donnez le plus normalement possible. Bonjour, après drainage, y a-t-il un intérêt à un traitement antibiotique local? Là, on a parlé, c'est un traitement antibiotique, on donne le traitement antibiotique par voie générale. Parce que là, il y a un foyer infectieux, il y a une infection, il y a du pus, il peut se disséminer facilement vu comment on appelle ça, la facilité anatomique et la présence des espaces où il peut diffuser et donner des cellulites. Donc, il faut donner des antibiotiques. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ça va très bien. On arrive à... C'est bien, c'est bien. Les gens... Alors, chez les diabétiques qui cicatrisent mal, oui, sommes-nous en droit de faire des points de rapprochement? Merci. Ça, c'est une question qui sort du sujet, mais on peut répondre. Alors, chez les diabétiques qui cicatrisent, nous sommes en droit de faire des points de rapprochement. Je ne sais pas, il s'agit de quoi? Est-ce qu'il s'agit d'une intervention qui a été faite à champ ouvert? Est-ce qu'il s'agit d'une plaie? Très souvent, chez nous, en ORL, les larynx, par exemple, on fait des points de rapprochement. Le plus souvent, on fait le plus normalement possible. Il n'y a pas de contre-indication. Vous pouvez faire ça facilement. Non, lors du drainage, non, on ne fait pas de... Le drainage, il faut laisser ouvert du phlegmon. Il faut laisser ouvert. Il va se drainer quand l'infection elle disparaît, la nature va reprendre et tout va se fermer le plus normal possible. D'autres questions? Il y a plus de merci que de questions. Je peux vous informer une chose simplement. Le message qu'il faut passer, que quand on suspecte un phlegmon amygdalien,
il vaut mieux l'adresser, si on n'est pas spécialiste en ORL, il vaut mieux l'adresser par excès à un spécialiste ORL et ne le pas laisser chez vous, le mettre sous traitement en laissant comme quoi c'est une angine simple. Alors, il vaut mieux l'adresser chez un spécialiste ORL qui va, par défaut, qui va, par excès plutôt, et qui va faire la part des choses, et là d'empêcher le passage du phlegmon péramidalien a une complication qui est la cellulite cervico-faciale extensive, qui est très, très, très dangereuse, qui peut mettre en jeu le pronostic vital. Alors, une nouvelle question. Est-ce que les nouvelles recommandations du traitement des angines favorisent la formation de phlegmon? 2 grammes d'antibiotiques en 2 prises pendant 5 jours. Merci. Alors, là, ce n'est pas ça qui favorise la formation. Le traitement des angines doit être bien codifié, c'est-à-dire dans la posologie et dans la durée. Ça dépend d'antibiotiques que vous donnez. Il y a des 5 jours, il y a des antibiotiques qu'on prend les 10 jours. Et les phlegmons, très souvent, ce n'est pas tous les angines qui font des phlegmons, mais il y a un pourcentage pas très, très élevé qui font des phlegmons. Donc, l'antibiotique, c'est-à-dire les angines, si on en traite très très bien, il n'y a pas de passage au phlegmon. Auparavant, toujours, on revient sur la question des angines. Auparavant, on traitait les angines, on donnait l'extensiline, surtout les angines à répétition, une injection d'extensiline avec de la pénicilline G pendant 48 heures. Ça, c'est revenu. Ça, on faisait en Afrique subsaharienne. Maintenant, en Algérie, on a des céphalosporines 3e génération, on a beaucoup d'antibiotiques, on a beaucoup de choix. Seulement, il faut respecter la posologie et la durée du traitement. Alors, je ne sais pas, il n'y a pas d'autres questions? Est-ce qu'on peut décider de l'amygdalectomie après un seul épisode de phlegmon qui a tardé à guérir? Ça, c'est une bonne question. Quand est-ce faire l'amygdalectomie? Est-ce qu'après un phlegmon? Très souvent, d'après mon expérience et ce que j'ai lu, quand on fait un phlegmon périmygdalien, quand on fait un phlegmon, il y a toujours un deuxième phlegmon périmygdalien. Toujours. 6 mois, 1 an, 2 ans après, il y a toujours un phlegmon amygdalien. Donc, ce risque péril, il vaut mieux faire très souvent dans notre service qu'on faisait quand il y a un phlegmon périmygdalien, très souvent, on programmait le malade 1 mois à 2 mois, voire 3 mois après pour une amygdalectomie. Donc, l'amygdalectomie, c'est très important. Donc, le phlegmon périmygdalien, il ne faut pas faire simplement premier épisode et vous dites, on peut faire premier épisode de phlegmon amygdalien, on peut faire l'indication d'amygdalectomie. On peut la réaliser le plus normalement possible.